Arrogance, fraude et chute stupéfiante. Regardez comment la richesse d'un homme ne peut pas le sauver de la justice. Les discussions dans la salle d'audience bourdonnaient comme une ruche d'abeilles agitées, la tension crépitant dans l'air. Les gens se sont rassemblés sur les bancs, épaule contre épaule, les yeux tournés vers la table des accusés. Des chuchotements passaient de bouche en bouche, chaque rumeur étant plus scandaleuse que la précédente. Puis il entra. Grand, aux larges épaules et vêtu d'un costume de créateur gris anthracite. L'homme se comportait avec une confiance qui confinait à l'arrogance. Ses cheveux lissés en arrière brillaient sous les lumières fluorescentes alors qu'il souriait à la foule, comme si la salle s'était rassemblée pour l'admirer, pas pour le juger. Ethan Grayson, le nom qui faisait la une des journaux depuis des semaines, ressemblait plus à un invité d'honneur qu'à un accusé d'avoir volé des millions à des familles en difficulté. Mais ce n'est pas son entrée qui a fait tourner les têtes, c'est ce qui s'est passé lorsque la juge Monica Lee est entrée dans la salle d'audience. Vêtue de sa robe noire, la juge Lee se déplaçait avec une autorité tranquille alors qu'elle s'approchait du banc. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix ou de jeter un coup d'œil à la foule pour imposer le respect, sa présence suffisait. Sa réputation de juge pragmatique qui accordait de la valeur à la justice avant tout la précédait. Tous, levez-vous pour l'honorable juge Monica Lee, a annoncé l'huissier, et tout le monde s'est levé. Tout le monde sauf Ethan Grayson. La pièce devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers l'accusé, qui restait assis, feuilletant nonchalamment un bloc-notes juridique, comme si la procédure constituait un inconvénient insignifiant. Son avocat se pencha vers lui, chuchotant avec insistance, mais Ethan lui fit signe de s'éloigner d'un mouvement dédaigneux du poignet. La juge Lee s'arrêta devant son banc, le regard perçant. Son visage ne trahissait rien, mais le silence devenait de plus en plus lourd à chaque seconde qui passait. Un murmure parcourut la foule, l'incrédulité palpable. Pour qui se prenait-il? Mais Ethan ne broncha pas. Son expression était suffisante, mettant presque le juge au défi de réagir. « Vous pouvez vous asseoir », a déclaré la juge Lee, d'une voix calme mais ferme. Elle n'aborda pas le problème pas encore mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. La tension n'était pas seulement palpable maintenant, c'était étouffant. Mais ce n'était que le début. Ethan Grayson était sur le point d'apprendre à ses dépens que même les plus riches et les plus nantis ne sont pas au-dessus des lois. Ethan Grayson n'était pas n'importe quel homme riche. Il était le genre de riche qui faisait la une des journaux, yacht de luxe, demeure de plusieurs millions de dollars sur les deux côtes, jet privé et fêtes qui pouvaient rivaliser avec les rassemblements de célébrités. Son empire commercial, Grayson Investment, avait autrefois été présenté comme un modèle de réussite financière. Mais derrière les paillettes et le glamour se cache une vérité plus sombre. L'ascension de Grayson vers le sommet s'était construite sur la tromperie. Il avait promis aux propriétaires de petites entreprises et aux familles de la classe moyenne une chance d'assurer leur avenir. Il avait convaincu des centaines de personnes d'investir toutes leurs économies dans des stratagèmes frauduleux, comptes de retraite, fonds d'études, voire héritages familiaux entiers, tous disparus en un clin d'œil. Les conséquences ont été dévastatrices. Des familles ont perdu leur maison. Les parents avaient du mal à nourrir leurs enfants. Les couples âgés étaient confrontés à la perspective terrifiante de vivre leurs dernières années dans la pauvreté. Les effets d'entraînement de sa cupidité se sont répandus partout, mais pour Ethan, ce n'était que du business. Lorsque les enquêteurs l'ont finalement rattrapé, les preuves étaient stupéfiantes. Les relevés bancaires, les documents falsifiés et les témoignages d'anciens employés dressent un tableau accablant. Pourtant, même avec les murs se refermant, Ethan restait confiant. « J'ai les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter », avait-il déclaré aux journalistes devant son manoir à Malibu. Cela va s'arranger. C'est toujours le cas. Pendant un moment, il a semblé qu'il avait peut-être raison. Son équipe juridique a déposé requête après requête, retardant le procès de plusieurs mois. Ils l'ont dépeint comme un entrepreneur incompris, un bouc émissaire des échecs des autres. Mais aucune manœuvre juridique ne pourra effacer la montagne de preuves ou le chagrin de ses victimes. Au moment où le procès a finalement commencé à San Francisco, la salle d'audience était quotidiennement remplie de personnes réclamant justice, ou du moins un semblant de justice. Parmi eux se trouvait Angela Martinez, une mère veuve de 3 enfants qui avait perdu sa maison après avoir investi avec Grayson. Sa plus jeune fille avait été contrainte d'abandonner ses études. Assis à côté d'elle se trouvait Peter Vaughn, un pompier à la retraite qui avait passé des décennies à épargner pour sa retraite, pour finir par vivre dans la chambre d'amis de son frère. Leurs histoires et d'innombrables autres ont été partagées avec des détails déchirants pendant le procès.
La voix d'Angela s'est brisée lorsqu'elle a décrit le jour où elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas effectuer le paiement de son hypothèque. Je les ai suppliés de ne pas prendre la maison, a-t-elle déclaré, les larmes coulant sur son visage. Mais ils s'en fichaient. Mes enfants ont dû dormir dans notre voiture pendant 2 semaines. Savez-vous ce que ça fait? Le témoignage de Peter était tout aussi poignant. J'ai passé 35 ans à courir dans des immeubles en feu, dit-il, la voix lourde de colère. Et cet homme, il a réduit en cendres mon avenir sans hésiter. Mais malgré tout cela, Ethan restait là, indifférent. Il se penchait souvent en arrière sur sa chaise, parcourant son téléphone ou chuchotant des blagues à son avocat. Pour lui, ce n'étaient que des histoires, des bruits sans rapport qui ne changeraient rien aux résultats qu'il croyait déjà en sa faveur. La presse en a mangé. Les gros titres faisaient état de son arrogance, de son manque de remords et du manque de respect audacieux dont il avait fait preuve envers le tribunal. L'opinion publique se retournait contre lui, mais Ethan s'en fichait. Pour lui, l'opinion publique ne faisait pas de chèque. Son avocat a tenté de déformer le récit. Monsieur Grayson regrette profondément les difficultés occasionnées, a déclaré l'avocat lors d'une conférence de presse. Mais il reste confiant dans le fait que la vérité prévaudra. La vérité, cependant, était qu'Ethan n'avait aucune intention d'admettre sa culpabilité. Il pariait sur le fait que le système pencherait en sa faveur comme il l'avait toujours fait auparavant. Mais cette fois, il y avait un facteur qu'Ethan n'avait pas pris en compte, la juge Monica Lee n'était pas comme les personnes qu'il avait rencontrées auparavant. Il avait l'habitude d'y faire face, mais ce procès était différent. C'était un spectacle. Des fourgons de presse bordaient les rues à l'extérieur du palais de justice, les journalistes se bousculant pour capturer chaque détail. À l'intérieur, la tension ne faisait que croître à mesure que les jours s'éternisaient. Témoins après témoins sont venus à la barre, chacun ajoutant un autre clou au cercueil métaphorique d'Ethan Grayson. Mais ce ne sont pas seulement les témoignages qui ont fait halter le public, c'est aussi le comportement d'Ethan. Au 3e jour du procès, l'accusation a présenté des preuves accablantes, une série de courriels dans lesquels Ethan ordonnait explicitement à son équipe de falsifier les dossiers et d'induire les investisseurs en erreur. La salle d'audience est devenue silencieuse tandis que le procureur lisait ces mots à haute voix, faites en sorte que les chiffres paraissent bons. Nous avons besoin de ces idiots pour signer sur la ligne pointillée. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Angela Martinez, assise au premier rang, secoua la tête avec incrédulité. Peter Vaughn serra les poings, mais Ethan se contenta de sourire narquois. La procureure se tourna vers lui, d'une voix aiguë. Monsieur Grayson, reconnaissez-vous cet email? Son avocat est intervenu avant qu'il puisse répondre. Objection. Cette question a été posée et répondue lors des audiences préalables au procès. La juge Lee leva la main, son expression calme mais ferme. Annulé. Le défendeur répondra à la question. Ethan se pencha vers le microphone, son ton débordant de condescendance. Oui, je le reconnais. Mais ne prétendons pas que cela signifie ce que vous insinuez. Ce ne sont que des paroles d'affaires. Vous ne comprendriez pas. La foule a éclaté en chuchotements et le marteau du juge Lee a frappé comme un coup de tonnerre. Ordre au tribunal. Ordonna-t-elle, sa voix coupant le bruit. Elle reporta son attention sur Ethan. Monsieur Grayson, je vous conseille de surveiller votre ton. Ce n'est pas une réunion de conseil d'administration. Mais Ethan ne broncha pas. Au contraire, il semblait amusé, comme si tout cela n'était qu'un jeu élaboré. À mesure que le procès se poursuivait, son arrogance ne faisait que croître. Il a interrompu les témoins avec des rires sarcastiques, a levé les yeux au ciel lors des contre-interrogatoires et a chuchoté fort à son avocat lors des moments clés. Le public l'a regardé avec incrédulité alors qu'il traitait la salle d'audience comme sa scène personnelle. Puis vint le jour du témoignage d'Angela Martinez. Elle s'approcha du stand, serrant un morceau de papier plié dans ses mains tremblantes. Sa voix était tremblante lorsqu'elle commença, mais ses mots portaient le poids de sa douleur. Je lui ai fait confiance, dit-elle en regardant directement Ethan. Je lui ai fait confiance avec tout ce que j'avais et il a détruit l'avenir de ma famille. Ethan ne la regarda même pas. Il s'appuya en arrière sur sa chaise, parcourant nonchalamment son téléphone. Votre honneur, l'interrompit le procureur en désignant Ethan. L'accusé ne prête clairement pas attention aux témoins. Tous les regards se tournèrent vers le juge Lee. Son visage était impassible, mais ses yeux brûlaient d'une fureur tranquille. Monsieur Grayson, dit-elle d'une voix mesurée, rangez votre téléphone maintenant.
Ethan leva les yeux, imperturbable. Je vérifiais juste quelque chose d'important, a-t-il déclaré, brandissant l'appareil comme pour prouver son point de vue. Le ton du juge se durcit. Je l'ai dit, maintenant. Pendant un instant, il sembla qu'il allait discuter, puis, à contre-cœur, il raccrocha. La tension dans la salle était palpable, mais le mal était déjà fait. Le témoignage d'Angela a continué, mais sa voix tremblait, comme si elle ne pouvait pas comprendre le manque de décence humaine fondamentale. À la fin de sa déclaration, aucun œil n'était sec dans la salle d'audience, à l'exception de celui d'Ethan. L'accusation a mis fin à ses arguments une semaine plus tard, laissant la défense agir. L'avocat d'Ethan a tout essayé, discréditer les témoins, déformer le récit, voire même présenter Ethan comme une victime de procureur trop zélé. Mais les fissures étaient trop grandes pour être comblées. Malgré tout cela, la juge Lee a gardé son sang-froid. Elle parlait rarement, mais sa présence planait sur la pièce comme une force constante et inébranlable. Il était clair pour tous ceux qui regardaient que sa patience face aux pitreries d'Ethan était à bout. Le procès touchait à sa fin et l'air de la salle d'audience était électrique. L'attente était presque insupportable. Les journalistes remplissaient les derniers rangs, leurs stylos en main et leurs caméras prêtes. La galerie était remplie de victimes, leurs visages mêlés de colère et d'espoir. Tous les regards étaient tournés vers la juge Monica Lee alors qu'elle se préparait à prononcer la sentence. Ethan Grayson était assis à la table de la défense, dans une posture toujours aussi détendue. Il a même eu l'audace de lancer un petit sourire aux caméras alors qu'elle capturait chacun de ses mouvements. Il n'avait pas l'air d'un homme sur le point d'être jugé. Il avait l'air d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. Lorsque le juge Lee parla finalement, la salle devint silencieuse. « Monsieur Grayson », commença-t-elle d'une voix ferme et délibérée, « vous avez été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation de fraude, de complot et d'entrave à la justice. Les preuves contre vous sont accablantes et les témoignages de vos victimes dressent un tableau clair de vos actions. Vous avez manipulé, exploité et détruit la vie d'innombrables personnes, le tout pour votre gain personnel. » Ethan se pencha en arrière sur sa chaise, son expression illisible. Le juge a poursuivi. Tout au long de ce procès, vous avez fait preuve d'un manque flagrant de remords. Votre comportement dans cette salle d'audience a été tout simplement honteux. Vous avez insulté vos victimes, méprisé l'autorité de ce tribunal et traité ces procédures comme si elles étaient indignes de vous. La foule murmura d'accord. Angela Martinez, assise au premier rang, joignait fermement les mains, les jointures blanches. Le ton du juge Lee changea, devenant plus froid. Justice sera rendue. Monsieur Grayson n'est pas une question de richesse, de pouvoir ou de privilège. Il s'agit d'une question de responsabilité, et aujourd'hui, vous ferez face aux conséquences de vos actes. La pièce était si calme qu'on pouvait entendre le léger bruissement du papier. Le sourire narquois d'Ethan s'effaça pour la première fois alors qu'il se redressait sur sa chaise. Par conséquent, a déclaré le juge, je vous condamne à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Des halètements jaillirent de la foule. Le visage d'Ethan se figea, le sang s'écoulant de ses joues. 25 ans. Il s'était attendu à une tape sur les doigts, peut-être quelques mois dans un établissement confortable, mais c'était du jamais vu pour quelqu'un de sa stature. Le juge Lee n'avait pas fini. En outre, j'ordonne la liquidation immédiate de vos biens pour rembourser les victimes de vos crimes. Chaque dollar que vous avez volé sera restitué aux familles que vous avez dévastées. La salle d'audience éclata en murmures stupéfaits. Angela Martinez pressa ses mains contre sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Peter Vaughn se pencha en arrière sur son siège, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ethan se leva de sa chaise, le visage rouge de colère. « Tu ne peux pas faire ça !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Je m'appelle Ethan Grayson. Vous ne pouvez pas me traiter comme un vulgaire criminel. » Le marteau du juge Lee s'abattit, son expression inflexible. « Monsieur Grayson, asseyez-vous. » Mais Ethan n'avait pas fini. « C'est une blague. Je vais faire appel. Je vais ruiner ta carrière. » Les huissiers se rapprochèrent, prêts à intervenir. Le juge Lee est resté calme, sa voix coupant son éclat comme un couteau. « C'est ma salle d'audience, monsieur Grayson, et vous ferez preuve de respect. » Huissier de justice, escortez l'accusé dehors. Tandis qu'on l'emmenait, Ethan continuait de protester, sa voix s'affaiblissant à chaque pas. La salle d'audience a éclaté sous les applaudissements en quelque chose qui arrivait rarement mais qui semblait tout à fait approprié à ce moment-là.
La jugelie s'est tournée vers le public, son expression s'adoucissant légèrement. Justice a été rendue, a-t-elle déclaré. Que cela nous rappelle que personne, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus des lois. Mais alors que la salle d'audience se vidait et que les caméras à l'extérieur commençaient à clignoter, une question persistait dans tous les esprits, cette phrase serait-elle suffisante pour vraiment changer un homme comme Ethan Grayson? La salle d'audience était désormais presque vide, à l'exception de quelques journalistes et victimes attardés rassemblant leurs affaires. L'excitation flottait toujours dans l'air, mais pour ceux qui étaient directement touchés par les crimes d'Ethan Grayson, les émotions étaient plus complexes. Angela Martinez se tenait près des marches du palais de justice, serrant fermement son sac à main. Un journaliste s'est approché d'elle avec un micro. « Comment vous sentez-vous après le verdict d'aujourd'hui » Angela a hésité, puis a déclaré « Je me sens soulagée. Mais la vérité est qu'aucune sentence n'effacera les dégâts qu'il a causés. Mes enfants et moi sommes toujours en train de reconstruire. Mais au moins maintenant, nous avons de l'espoir. » À proximité, Peter Vaughn parlait avec un ami. « Il ne s'agit pas seulement des années qu'il passe, » a-t-il déclaré en secouant la tête. Il s'agit du message. Les gens comme lui pensent qu'ils sont intouchables. Aujourd'hui, c'est la preuve qu'ils ne le sont pas. Dans son cabinet, la juge Monica Lee était assise tranquillement, regardant par la fenêtre l'agitation qui régnait en dessous. Elle ne ressentait ni triomphe ni victoire, juste une détermination constante. Son rôle n'était pas une question de satisfaction personnelle. Il s'agissait de garantir l'équité, de rappeler à chacun que la balance de la justice pouvait même contrebalancer le poids de la richesse et des privilèges. Le nom d'Ethan Grayson allait continuer à faire la une des journaux pendant un certain temps, mais pour les personnes à qui il avait fait du tort, le chapitre touchait enfin à sa fin. La restitution financière aiderait beaucoup d'entre eux à repartir à zéro, mais les cicatrices qu'il a laissées prendraient plus de temps à guérir. Au fil des semaines, l'histoire a suscité des conversations à travers le pays. C'est devenu un cri de ralliement en faveur de la responsabilité, pour obliger ceux qui sont au pouvoir à respecter les mêmes normes que tout le monde. Les gens ont partagé leurs propres histoires d'injustice, tirant leur force du verdict. Mais le moment le plus marquant est peut-être venu de la plus jeune fille d'Angela, Sophia, qui a écrit une lettre au juge Lee qui a ensuite été publiée dans un journal local. « Merci d'avoir défendu ma famille », peut-on lire. « Merci de nous avoir montré que des gens comme Ethan Grayson ne peuvent pas s'en tirer en blessant des gens comme nous. Vous ne nous avez pas seulement rendu justice, vous nous avez donné une seconde chance. » L'histoire du procès d'Ethan Grayson était bien plus qu'un simple drame judiciaire. C'était un rappel de la résilience des gens ordinaires, de l'importance de l'intégrité et de la conviction que la justice peut et doit prévaloir, quelles que soient les difficultés. Alors, pendant que vous étudiez cette histoire, demandez-vous, que signifie pour vous la responsabilité? Et dans votre propre vie, comment pouvez-vous garantir que l'équité et la justice ne soient pas seulement des idéaux mais des actions? Car en fin de compte, la justice n'est pas seulement l'affaire des tribunaux. C'est quelque chose pour lequel nous devons tous lutter chaque jour.